Bonjour, chers étudiants. Donc, content pour moi avec nous à travers cette vidéo. Et côté que nous allons parler de deux notions importantes en biologie, homéostasie, et on va parler également de la génétique. Alors, homéostasie, c'est un terme, une expression qui a été inventé par le physiologiste américain Walter Cannon et autour de 1920 pour en fait décrire euh, un état d'équilibre, un état stable de l'organisme. Donc maintenant, étymologiquement, homéostasie vient de homoios, qui signifie semblable, pareil, de même nature, et stasis, action de se tenir debout, position stable, ou encore maintien. Donc, littéralement, c'est maintien d'un état semblable ou stabilité de l'état. Donc maintenant, l'organisme, par plusieurs processus, donc travaille et par un travail bien coordonné, donc assure cette stabilité de l'organisme, cette stabilité des constantes de l'organisme. Donc maintenant, Walter Cannon, physiologiste américain, a défini l'homéostasie comme l'ensemble des processus organiques, moléculaires, okay, qui agissent pour maintenir l'état stationnaire de l'organisme dans sa morphologie et dans ses conditions intérieures en dépit des perturbations extérieures. Donc là, je voudrais prendre deux exemples avec vous pour comprendre ce dont on parle. Je vais prendre la température corporelle. Il y a certains animaux qui sont dont la température interne dépend de la température externe. Par exemple, les amphibiens. Les amphibiens, par exemple. Donc, ce sont des animaux poikilothermes ou encore ectothermes, donc qui dépendent de la température externe. C'est-à-dire que ces êtres sont incapables de réguler par eux-mêmes leur température, alors que les êtres humains, donc les êtres humains, ce sont des animaux à température, ce sont des êtres à température constante et peu importe la variation de la température externe, donc l'organisme, par des processus physiologiques comme par exemple la vasoconstriction, la vasodilatation, permettent de maintenir donc, la température interne à 37 degrés, peu importe la température de l'extérieur. Donc, ça, c'est l'homéostasie, c'est le maintien des constantes physiologiques et en dépit des perturbations extérieures. Et puis, il y a d'autres définitions, et constance du milieu intérieur, ça c'est Claude Bernard. Et puis, il y a encore une autre définition, maintien des caractéristiques physico-chimiques du milieu intérieur par le jeu des rétroactions. Donc, le jeu des rétroactions. Alors, quelques constantes physiologiques, par exemple la température, c'est une constante, 37 degrés, donc peu importe la température du milieu externe, donc notre température doit être toujours à 37 degrés. Pour cela, l'organisme donc met en branle des processus pour pouvoir
et maintenir cette température constante. Il y a le pH et 7,3. Alors, ce pH varie d'un milieu à un autre. OK, mais peu importe le milieu, donc le pH doit être constant. Et toute variation de pH donc, peut conduire à des dysfonctionnements. Par exemple, il y a certains enzymes qui fonctionnent et à un pH proche de la neutralité. Si vous prenez par exemple les hydrolases acides des lysosomes, okay? Les hydrolases acides, c'est-à-dire des enzymes et qui nécessitent un pH acide, donc ces enzymes fonctionnent à un pH qui est égal à 5. Donc maintenant, si le pH varie, eh bien, cette variation peut donc inhiber l'activité enzymatique. OK? Donc, c'est très important de maintenir les constantes parce que les cellules fonctionnent de façon optimale et à ces constantes physiologiques. Donc, quand il y a une variation de température, donc il va y avoir un dysfonctionnement ou encore même maladie, ok? Donc, une augmentation de la température, on parle de fièvre. Et la fièvre n'est pas une maladie, mais un symptôme. Et ce symptôme peut être révélateur d'une infection, de cancer, ok? Mais l'infection ou le cancer, c'est consécutif à une perte d'homéostasie. Donc, toute perte d'homéostasie est conduit et automatiquement, obligatoirement à une maladie. La pression sanguine artérielle, par exemple, la pression diastolique, c'est 8 cm de mercure. La pression systolique, c'est 12 cm de mercure. OK? Et puis la pression systolique, c'est 12 cm de mercure. Donc maintenant, toute variation de ces valeurs donc, constitue une perte d'homéostase. Et vous avez certainement entendu parler de l'hypertension artérielle. Donc, il y a beaucoup d'individus qui souffrent donc d'hypertension artérielle ou encore il y a des personnes qui sont hypotendues. Donc, c'est une perte d'homéostasie qui conduit à cette hypertension et l'organisme donc doit mettre tout en branle pour ramener la tension à sa valeur normale. Donc quand l'organisme ne peut pas, n'arrive pas à ramener la tension à sa valeur normale, mais on est obligé de prescrire des médicaments et cette pression artérielle qui augmente et constitue non seulement une maladie, mais c'est un facteur de risque pour d'autres problèmes tels que maladies, accidents vasculaires cérébrales et problèmes au niveau des reins, insuffisance rénale, etc. Il y a l'osmolarité, c'est-à-dire la concentration molaire et de d'ions dans le sang ou encore dans les liquides intérieurs. Donc, le NaCl extracellulaire, par exemple, c'est 145 millimoles. OK? La volémie, c'est-à-dire le volume du sang, donc c'est 5 à 6 litres de sang. Et l'une des raisons pour lesquelles on urine beaucoup, c'est pour maintenir donc cette volémie à sa valeur, son niveau ou valeur normale. Donc, quand vous ne buvez pas suffisamment, donc l'organisme donc s'assure que donc vous ne perdez pas beaucoup d'eau, ok? Et quand vous buvez beaucoup d'eau, donc l'organisme s'assure que vous perdez de l'eau de manière à garder la volémie à 5
de 5 à 6 litres de sang. Alors, ici, cette image nous explique comment ça marche, c'est-à-dire comment l'organisme régule et encore maintient l'homéostasie. Donc maintenant, tout part d'un organisme en état d'homéostasie. Donc supposons que l'organisme soit dans un état d'homéostasie, c'est-à-dire que l'équilibre est parfait, il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas de maladie. Maintenant, il peut, à un moment donné, y avoir des perturbations externes, par exemple une variation de la température du milieu ambiant ou encore une variation de la concentration d'un ion dans une cellule. Donc, ces perturbations internes. Donc, ces perturbations, que ce soit externes ou internes, donc, vont entraîner des changements du milieu intérieur et ces changements constituent ce qu'on appelle une perte d'homéostase. OK? Maintenant, puisqu'il y a une perte d'homéostasie, donc l'organisme, son souci, c'est de ramener l'homéostasie, c'est de rétablir l'homéostasie. Donc, il va y avoir régulation, OK, pour pouvoir rétablir l'homéostasie. Donc, la perte de l'homéostasie, c'est un dysfonctionnement. OK, c'est un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK, maintenant, il faudra corriger ce qui ne fonctionne pas de manière à rétablir l'homéostase. Donc, pourquoi l'homéostase est importante? C'est parce que les cellules de l'organisme fonctionnent et mieux, OK, nécessitent ces constantes pour fonctionner. Donc, l'organisme et les cellules, les enzymes, les molécules fonctionnent dans des conditions bien spécifiques. OK? Donc, c'est pour cela que l'homéostasie est importante et toute perte d'homéostasie constitue en quelque sorte un dysfonctionnement qui est capable à la longue déboucher à une maladie plus ou moins grave. Maintenant, l'organisme va tenter de rétablir l'homéostasie. Donc, s'il réussit à rétablir l'homéostasie ou la compensation, eh bien, on sera en bonne santé. Mais dans le cas d'un échec du rétablissement de l'homéostasie, eh bien, cela débouchera à une maladie. Par conséquent, il faudra prendre des médicaments pour pouvoir rétablir cette constante. Donc, on peut prendre des médicaments pendant un certain nombre de jours et l'homéostasie revient, mais dans certains cas, dans le cas des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Donc, il faut prendre les médicaments pendant toute sa vie de manière à maintenir l'hypertension, la tension artérielle, la glycémie à leur niveau est constant. Donc, ce schéma montre en fait quels sont les mécanismes physiologiques à la base de l'homéostase. Normalement, quand il y a une variation du milieu intérieur, quand il y a des changements dans les constantes du milieu intérieur, eh bien, via le système sensoriel ou bien hormonal, donc le cerveau est informé, ok, le cerveau est informé via le système. Et d'abord, il y a détection, ok, le système sensoriel hormonal détecte ces variations et qui envoie un message au système nerveux central qui coordonne, qui contrôle tout l'organisme.
Donc, le système nerveux central intègre, ok, analyse, intègre ces informations relatives au changement qu'il y a dans le milieu intérieur. Et ensuite, le système nerveux central, donc via le système nerveux autonome, système endocrine et endocrinien et des comportements, donc donne une réponse, ok, pour pouvoir corriger ces changements de manière à permettre un retour à l'équilibre du milieu intérieur. Donc maintenant, tout changement est détecté par le système sensoriel et ce système informe le système nerveux central qui, après avoir intégré et analysé les informations, donc, donne une réponse via et le système endocrinien va le système nerveux et autonome. Ici, c'est boucle de régulation. Donc, ici en bas, voilà l'homéostasie, déséquilibre variable de l'homéostasie. Donc, quand on parle de variable de l'homéostasie, ici, on parle de température, on parle de pH, on parle de volémie, on parle des concentrations des ions. OK? Donc, quand il y a déséquilibre, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a un stimulus modifie une variable. Alors, stimulus, je vais dire, c'est un signal. C'est un signal, un facteur qui modifie, par exemple, la température, qui modifie la volémie, etc., le pH. Eh bien, il y a une détection par un récepteur. OK, il y a des récepteurs qui permettent de détecter toute modification du milieu intérieur. OK? Maintenant, ces récepteurs acheminent ces informations au centre de régulation, qui est le cerveau. Donc, en trois, nous avons entré l'information acheminée par une voie afférente. OK? Maintenant, en quatre, il y a sortie, information acheminée par une voie efférente et activation d'un effecteur. OK? Et activation d'un effecteur, donc qui va corriger donc maintenant le déséquilibre. Donc réponse de l'effecteur qui agit sur l'intensité du stimulus par rétroaction et qui rétablit l'homéostase. Donc voilà, et pour l'homéostasie, c'est quelques slides, 4 ou 5 slides. Et puis pour terminer, vous avez quelques expressions, quelques termes, la définition de quelques termes ici, homéostasie, régulation, circuit de régulation, et puis il y a l'adaptation aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il peut y avoir un changement et les cellules s'adaptent à ce changement. OK, désir en physiologie généralement l'ajustement des cellules, tissus, organes ou des êtres vivants à des modifications des conditions extérieures. Maintenant, parlons de la génétique. Et c'est une introduction à la génétique, c'est pas un cours de génétique, ok? N'oubliez pas que dans la biologie générale, on voit différents aspects. On parle de différentes branches de la génétique, mais ce sont des notions, ce sont des cours à part entière. Par exemple, là, on a eu la semaine dernière un cours sur la biologie moléculaire où l'on parlait de transcription, de traduction, et c'était des notions, ok, mais vous devez savoir que il y a un cours même qui s'appelle biologie moléculaire dans laquelle on parle en détail de la réplication de l'ADN, de la transcription, de la traduction. Mais vous, dans ce cours de biologie générale, donc vous aurez des notions, ok? Vous aurez des notions et dans chaque domaine de la biologie qui est enseigné dans le cadre d'un cours de biologie générale. Maintenant, nous allons
Vous Oui, oui, nous allons parler de la génétique et en fait, dans ce cours, vous allez avoir des notions en génétique. C'est pas un cours détaillé et normalement, dans le cours de biologie générale, et on parle de génétique, on parle d'évolution, ok, on parle de biologie moléculaire, écologie, et etc. Mais ce sont des notions puisque ces domaines constituent des cours à part entière. Il y a un cours sur la génétique, un cours sur la biologie moléculaire. Ok, mais ici, on ne va pas développer la génétique. Ok, la semaine dernière, vous avez eu un cours sur la biologie moléculaire. On parlait de transcription, de traduction. Ok, c'était des notions. Alors, la génétique, c'est quoi? Et c'est la science qui étudie l'hérédité, c'est-à-dire la transmission des caractères des parents à leurs descendants et aussi la variation des caractères. Donc, comment ces caractères sont variés d'une génération à l'autre et grâce à des combinaisons génétiques. Donc maintenant, il y a distinction entre génétique classique ou mendélienne. OK? Il y a la génétique moléculaire et qui a pris son essor avec l'élucidation de la structure et de la double hélice de l'ADN, Watson et Crick. Il y a la génétique des populations également. Donc, le père de la génétique, c'est Gregor Mendel, vous le savez, en NS4, vous avez eu un cours de génétique 1865 et qui a énoncé les lois de l'hérédité, donc les trois lois de l'hérédité. Et puis, les travaux de Mendel ont été redécouverts aux environs de 1900, donc ce qui a donné naissance à la génétique moderne. OK? Et puis finalement, avec l'élucidation de la structure de l'ADN, de la double hélice de l'ADN, donc la génétique moléculaire a pris naissance. Maintenant, quelle est l'importance de la génétique en santé humaine? Donc, ça a permis de diagnostiquer la maladie génétique et ça a permis aussi de pratiquer une médecine personnalisée, l'agriculture, et oui, ça, par exemple, les OGM, donc ça a permis la génétique et grâce au génie génétique, donc ça a permis de modifier les caractéristiques de certaines plantes et d'augmenter leur résistance à la chaleur ou encore d'augmenter leur productivité. OK? Et puis, également, recherche fondamentale et biotechnologie. Et de nos jours, on parle de vaccins à ARN. Dans le temps, les vaccins, comprenaient des organismes atténués. Maintenant, c'est vaccin à ARN, donc c'est grâce à la biotechnologie et qu'on a pu mettre au point ces vaccins qui représentent des bijoux technologiques, biotechnologiques. Donc maintenant, il faut savoir que on ne saurait parler de la génétique sans parler de l'ADN, sans parler des chromosomes, ok? Et dans génétique, vous voyez gènes, ok? Dans génétique, vous voyez gènes, donc les gènes sont des séquences d'ADN
renferme une information nécessaire à la synthèse d'une ou plusieurs protéines selon le cas. OK? Maintenant, le génome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes humains, le génome humain contient environ 20 000 gènes, et ces 20 000 gènes sont répartis sur les 23 paires de chromosomes. Donc, 23 paires de chromosomes, donc c'est-à-dire 46 chromosomes. Donc, 23 chromosomes paternels et 23 chromosomes maternels. Alors, un petit rappel aussi sur ce qu'on appelle la fécondation. Et comme vous le savez, les humains, le point de départ des humains, c'est ce qu'on appelle la fusion entre cellules sexuelles mâles, spermatozoïdes, cellules sexuelles femelles et ovules. Donc, cette fusion, ces cellules sont haploïdes, c'est-à-dire possèdent seulement 23 chromosomes, ok, 23 chromosomes, et quand les deux cellules sexuelles, mâles et femelles, se fusionnent, se rencontrent, eh bien, et ce fusionnement donne naissance à une seule cellule qu'on appelle zygote, cellule totipotente, qui possède eh bien, 46 chromosomes, et ces 46 chromosomes constituent 23 paires de chromosomes. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque chromosome représente une molécule d'ADN. Donc, l'ADN que nous avons étudié il y a quelques mois, c'est un polymère de nucléotides. OK, un polymère de nucléotides. Donc, c'est une longue chaîne moléculaire constituée par des unités structurales qu'on appelle nucléotides. Et vous savez que chaque nucléotide est constitué d'une base azotée et d'un sucre en pentose, selon le cas. Et ça peut être ribose pour l'ARN, ça peut être désoxyribose pour l'ADN, et puis un ou plusieurs groupements phosphates. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les acides nucléiques ADN et ARN, donc les nucléotides possèdent un seul groupement phosphate, donc ce sont des nucléosides monophosphates. Donc il y a un certain nombre de termes que vous devez maîtriser. C'est certain que vous êtes habitué avec ces termes et vous les avez déjà étudiés en NS4. Donc, on va parler de caractères, allèles, homozygote, hétérozygote, phénotype, génotype, lignée pure, allèle dominant, etc. Maintenant, qu'est-ce que caractère? Donc, en génétique, il désigne la propriété héréditaire qui varie d'un individu à un autre. Donc, un caractère, OK, c'est une propriété héréditaire qui varie d'un individu à un autre. Il peut être un aspect anatomique, OK, il peut être physiologique, il peut être moléculaire ou encore comportemental. Ouais, comportemental. Et puis allèle fait référence aux gènes. Donc les deux gènes d'une paire de chromosomes. Et quand on parle de paire de chromosomes homologues, c'est très important de maîtriser ce terme. Dans une paire de chromosomes homologues, il y a un chromosome qui est d'origine paternelle, il y a un chromosome qui est d'origine maternelle. Et ces chromosomes sont identiques. OK? Donc, ce sont des chromosomes identiques, mais une sorti dans spermatozoïde là et une sorti dans ovule. Maintenant, sous chromosome, ça yo, on va gagner des gènes. OK? OK? Là, par exemple, si on gagne un gène là, en bleu, voyez, un gène, il est dans la même position là. OK? Voilà. Donc, ces gènes sont ils occupent même position d'abord, ouais, donc ils occupent même position, voilà.
occuper même position, ok? Mais ils remplit la même fonction, ok? Même position, même fonction, mais de façon différente, ok? De façon différente. En aller, qui ça veut dire les deux gènes d'une paire de chromosomes homologues qui occupent le même locus, le même emplacement, c'est-à-dire les deux gènes qui occupent le même emplacement, ouais. Donc, chaque barre verticale, c'est un chromosome. Donc, ici, c'est les chromosomes homologues. Et puis, en bleu, moi, indiqué nous l'emplacement des gènes. Un gène, ce sont des gènes yon sous chromosome paternel, yon sous chromosome maternel, donc ils remplissent la même fonction, ok, mais chacun l'exerçant d'une manière différente, ok. Donc, il existe au moins chez un organisme diploïde, ok, ok, au minimum deux formes alléliques, ok, deux formes alléliques. Donc, c'est allèle, capable pour faire simple, c'est les différentes versions d'un même gène. OK? Allèle, c'est les différentes versions d'un même gène. Homozygote, et ce qu'il faut savoir, c'est que un individu ne peut pas être totalement homozygote. Un individu est homozygote pour un gène donné. Si on considère par exemple et le gène, ben le gène détermine les gènes détermination la couleur des yeux, mais un individu peut être homozygote pour ce gène ou hétérozygote pour ce gène. Mais et quand on dit un individu est homozygote, c'est pas l'individu qui dans l'ensemble est homozygote. Dire un individu est homozygote, cela signifie que pour les 20 000 gènes, ok, donc vous avez 20 000 gènes identiques, ok, mais ce n'est pas le cas. Donc un individu est homozygote pour un génotype ou bien pour un gène. Donc un individu est homozygote pour un génotype donné quand les deux gènes présents sur les deux chromosomes homologues sont identiques. Ok? Donc, tout à l'heure, là, je fait un schéma pour montrer nous que deux chromosomes homologues, c'est deux chromosomes qui sont semblables et puis une sorti kay papa, une sorti kay maman. Maintenant, et dans la même position sur deux chromosomes, ça, vous avez deux versions d'une même gène, ok, deux versions d'une même gène. Maintenant, deux versions d'une même gène. Donc maintenant, gène ça yo capable identique. Si ces gènes sont identiques, donc on parle d'homozygosie, ok? Et si ces gènes sont différents, ok, les allèles sont différents, ok, ou bien les gènes sont différents, donc à ce moment, on parle d'hétérozygote. Nous avons un exemple, par exemple, gène déterminant la couleur des yeux, allèle possible, allèle pour yeux marron, allèle pour yeux bleus, allèle pour yeux verts, ok? Donc, un individu hérite d'un allèle maternel et d'un allèle paternel pour chaque gène. Ok, pour chaque gène, donc, il doit recevoir deux versions et version ça gène ça yo allèle. Maintenant, dans la suite, vous verrez que donc allèle yo interagit entre eux-mêmes et c'est l'interaction entre ces allèles qui va le déterminer donc ce qu'on appelle le phénotype ou encore le caractère et qui va le visible, qui va le observable. Alors, phénotype, c'est manifestation externe d'un génotype et le génotype,
c'est constitution génétique allélique d'un individu. OK? Donc, c'est constitution génétique ou encore allélique d'un individu. Donc, le génotype, donc, c'est lui-même qui détermine le phénotype. Donc, c'est la combinaison des allèles, c'est la constitution des allèles qui pourra déterminer le phénotype. Et puis, on parle de lignées pures, ensemble des individus identiques qui produisent toujours des descendants de même phénotype après croisement. Nous avons allèle récessif. N'oubliez pas que allèle, c'est les différentes versions d'un même gène. OK? Donc maintenant, et dans différentes versions, ça yo, il y a allèle qui est dominant. Allèle dominant, c'est quoi? C'est allèle exprimant son effet phénotypique même à l'état hétérozygote lorsqu'il est associé à un allèle récessif. Par exemple, si on a A, c'est l'allèle grand A, c'est l'allèle dominant, ok, et puis on a petit a, allèle récessif, ok, donc allèle dominant que li AA, ok, que li et petit a, donc là toujours, et bon, c'est n'a essayer font croisement entre, ok, n'a font croisement la rapide entre ces deux et ok, on a A ici, on a A. Donc ici, c'est, voilà, donc on a des individus ici avec AA, donc allèle dominant, AA, allèle récessif. Donc ici, on a gagné, donc on a gagné A, ok, donc A, donc quelle que soit et combinaison que nous faisons, donc A, grand A toujours exprimé parce que c'est l'allèle eh ben, est dominant. Donc l'allèle dominant s'exprime toujours que est associé avec un allèle récessif, l'a exprimé, et n'en parlons pas, c'est lui-même encore qui est associé avec tête. OK, hybridation. Hybridation, c'est croisement entre deux individus qui se diffèrent par un ou plusieurs caractères héréditaires. Donc, ça peut être un seul caractère, ça peut être plusieurs caractères. OK? Donc, et on parle ici d'hybridation. Et le produit du croisement est hybride. OK? L'hybridation conduit à la formation d'un hybride. Lorsque les individus appartiennent à la même espèce, on parle d'hybridation intraspécifique et il faut savoir que une espèce se définit comme des individus semblables et interférents. Donc, une espèce, c'est des individus. Quand vous appartenez à la même espèce, cela veut dire que tous les individus de cette espèce se ressemblent et ils peuvent se croiser pour donner donc naissance à des individus semblables. OK, donc maintenant, si les individus appartiennent à la même espèce, on parle d'hybridation intraspécifique à l'intérieur de l'espèce. Sinon, on parle d'hybridation interspécifique, hybridation croisement entre deux individus appartenant à des espèces différentes. Croisement monohybride, ok? Croisement monohybride, n'oubliez pas que hybride, c'est résultat
du croisement entre des individus qui sont différents, qui se diffèrent par un ou plusieurs caractères. Maintenant, mono seul, donc c'est croisement entre deux individus qui ne se diffèrent que par un seul caractère. Mono seul. Individu monohybride, donc c'est le résultat du croisement monohybride, autofécondation, union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle produit par le même organisme vivant. OK? Donc, dans le cas, par exemple, des fleurs hermaphrodites, là, c'est biologie végétale, des fleurs hermaphrodites. Donc, une fleur capable féconder tête liée encore parce qu'elle produit à la fois les gamètes mâles et les gamètes femelles. Et puis, nous avons un croisement dit hybride. OK? C'est croisement entre deux individus, mais qui est différent par deux caractères. Différent par deux caractères. Et qui exemple de capable de nous, c'est jaune lisse, ok, de quoi? Jaune lisse et puis vert et rugueuse, par exemple. Jaune lisse, vert, rugueuse. Ok, donc, ouais, donc les couleurs sont différentes et la texture aussi est différente. Jaune lisse et vert, rugueuse. Ok, alors que en haut, on est capable de parler de jaune, vert, ou bien lisse, ou bien rugueux. On l'aime dire en haut, c'est pour croisement monohybride. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici en bas comme définition? Croisement entre deux individus hétérozygotes des mêmes allèles de deux paires de gènes. Deux paires de gènes, ok? Donc, croisement qui implique des parents différents sur deux gènes, sur deux gènes. Ok, maintenant parlons de la structure des gènes. Donc, et je crois que c'est avec ça qu'on terminera le cours. Et ou la structure des gènes. Alors, les gènes, c'est ce qu'on appelle, grosso modo, des séquences d'ADN. Alors, quand on parle de séquences d'ADN, n'oubliez pas que l'ADN, adécide désoxyribonucléique, c'est le support physique, le support chimique de l'information génétique. OK, de l'information génétique. Maintenant, cette information se trouve au niveau de séquences particulières qu'on appelle les gènes. Donc, les gènes, on pourrait dire, ce sont les structures, ce sont des unités informationnelles. OK? Ce sont des unités informationnelles de l'ADN. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici dans le texte? Unité définie, localisée sur un chromosome. Donc, je rappelle qu'un chromosome, c'est une molécule d'ADN. Un chromosome correspond à une molécule d'ADN. Ça doit être clair dans votre tête. Quand on dit chromosome, ça correspond à une molécule d'ADN. OK? Donc, ce gène est localisé sur un chromosome. Donc, l'emplacement du gène est appelé locus, mais loci au pluriel est responsable de la production des caractères héréditaires. OK? Responsable de la production des caractères héréditaires. En aller, un gène est un morceau d'ADN. Voilà, c'est une portion. C'est un segment, OK, qui correspond à une information génétique ou qui porte une information particulière nécessaire à la synthèse d'une ou plusieurs protéines. OK, ici, on dit protéine unique.
et un gène peut donner naissance à plusieurs protéines et suivant et des mécanismes différents. Donc, c'est donc une très petite portion de chromosomes. Très petite portion de chromosomes. Et dans l'image que nous avons à droite, donc nous avons deux chromosomes homologues. Donc, c'est-à-dire un chromosome venant du père, un chromosome venant de la mère. C'est une paire de chromosomes homologues. Donc, qui gagne des gènes qui jouent le même rôle. Donc, on les appelle allèles. Voilà. Donc, deux allèles. Donc, c'est un seul gène, même gène, mais qui c'est deux allèles. Donc, on voit bien, c'est une vert, une rouge et une en même position. Comme nous possédons chaque chromosome en double, paire de chromosomes homologues, chaque gène est également présent en double dans nos cellules. Donc, ces deux copies d'un même gène, appelées allèles, ouais, allèles, c'est deux copies d'un même gène, sont le plus souvent différentes. Une d'origine paternelle et une d'origine maternelle. Nous poursuivons avec la structure d'un gène. Donc, la structure d'un gène correspond à l'organisation des différentes séquences d'ADN qui permettent sa transcription et sa régulation. Sa transcription et sa régulation. Donc, l'ADN possède beaucoup de séquences. OK? Donc, il y a des séquences qu'on appelle séquences codantes. Les séquences codantes, ce sont les séquences qui portent l'information génétique. Il y a des séquences non codantes, OK, mais qui peuvent jouer un rôle dans la régulation de certains phénomènes comme la copie de l'ADN en ADN, à savoir la réplication, ou encore la copie de l'ADN en ARN, la transcription. OK? Donc, il faut savoir que 99% de l'ADN est non codant. Seulement environ 1% de l'ADN qui est codant. Seulement 1%, environ 1% de l'ADN est codant. Donc, la grande majorité de l'ADN est non codant, c'est-à-dire ne possède pas l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine. Donc, chez les eucaryotes, elle comprend à la fois des zones codantes, des séquences codantes et des séquences non codantes. Donc, les séquences codantes représentent environ 1% de l'ADN. 1% de l'ADN. Donc, vous comprenez? Donc, la plupart, tout ADN, pratiquement, c'est séquences non codantes. Non codantes parle de dire non importantes. OK? Non codantes, c'est des séquences qui participent dans la structure de l'ADN. C'est des séquences qui jouent un rôle dans la régulation et dans la stabilité de l'ADN. Alors, nous avons ici une séquence d'ADN. Vous voyez, on identifie le promoteur qui c'est une séquence de régulation. Ok, le promoteur, c'est une séquence de régulation. Nous avons les exons. Les exons sont des séquences codantes. Nous avons les introns. Les introns sont des séquences non codantes. Ok. Maintenant, cet ADN est copié en ARN messager primaire. OK, donc maintenant dans l'ARN messager primaire, donc on a les exons, on a les introns, OK, les exons et les introns. Et cet ARN messager primaire sera acheminé dans... Alors la synthèse de l'ARN se fait au niveau du noyau. L'ARN messager, et après avoir subi des modifications co des modifications post-transcriptionnelles et co-transcriptionnelles,
donc devient ARN mature, c'est-à-dire prête à l'emploi, prête à être utilisée comme matrice, comme modèle pour la synthèse d'une protéine. Mais cette ARN mature est transportée dans le cytoplasme où elle va être utilisée dans la synthèse d'une protéine au niveau des ribosomes qui sont des usines à protéines. Donc, les ribosomes, usines à protéines. Alors, dis-nous qu'un gène se compose de plusieurs régions. Un gène est composé de plusieurs régions. Et quelles sont ces régions? Les gagnants en amont de la séquence codante. Donc, région régulatrice, il y a région régulatrice qui trouve en amont de la séquence codante. OK? Annoté là, et voilà, promoteur. Promoteur, c'est une région régulatrice. Ouais, le promoteur, c'est une région régulatrice, donc qui trouve en amont de la séquence codante. Contrôle quand, où et à quel niveau le gène est exprimé. Et quand on dit contrôle quand, où et à quel niveau le gène est exprimé, donc n'oubliez pas que et toutes nos cellules renferment pratiquement les mêmes gènes. Cependant, tous les gènes ne s'expriment pas dans toutes les cellules. Et un exemple qu'on prend, c'est l'insuline. L'insuline est sécrétée seulement au niveau des cellules bêta du pancréas. Mais c'est parce que il y a une régulation du fonctionnement des gènes qui fait que c'est seulement à ce niveau que ce gène est exprimé. Donc, on retrouve ce gène, le gène qui est responsable de la synthèse de l'insuline. L'insuline, c'est une protéine ou encore, si vous voulez, un polypeptide. OK, donc un polypeptide, une protéine. Donc, c'est l'information génétique qui détermine sa structure et le nombre d'acides aminés et que ce polypeptide ou cette protéine contient. OK? Maintenant, et c'est parce qu'il y a une régulation, il y a un contrôle de la transcription, il y a un contrôle de la traduction qui fait que c'est seulement au niveau de la, des cellules bêta du pancréas que l'insuline est synthétisée et sécrétée. Donc, il y a plusieurs éléments. Nous avons le promoteur, séquence où se fixe l'ARN polymérase pour initier la transcription. Et dans cette séquence, vous avez plusieurs boîtes, et notamment la boîte TATA qui est riche en thymine. OK, boîte TATA qui est riche en thymine. Et il y a séquence régulatrice, séquence amplificateur, enhancers, qui augmente la transcription, silencers, donc séquence qui inhibe la transcription. OK, maintenant, il faut préciser que ces séquences ne fonctionnent pas de façon autonome. Donc, pour agir, ces séquences doivent être liées à d'autres facteurs qu'on appelle facteurs de transcription. Ce sont des protéines qui vont se fixer sur ces séquences et pour déclencher une réaction ou déclencher certains processus. OK, donc là, on parlait de la région régulatrice qui vient là dans le promoteur et les séquences régulatrices. Nous gagnons également la région transcrite. Cette région transcrite, c'est la partie de l'ADN qui est copiée en ARN lors de la transcription. Et cette région transcrite comprend quoi?
comprend des exons. Les exons, ce sont les séquences codantes. OK? Les exons, ce sont des séquences codantes ou parfois non codantes, mais incluses dans la RN mature. En fait, il y a deux séquences, deux exons et qui est pas séquence codante, c'est UTR 5'P et UTR 3'H. UTR, c'est pour Untranslated Region. OK? Donc, il y a deux séquences non codantes dans mes pour nous. C'est Untranslated Region, voilà, UTR. Donc, UTR 5'P, UTR 3'H, c'est-à-dire une région et un exon non codant que nous trouvons au niveau 3, à l'extrémité 3'H, une région et un exon non codant que nous trouvons à l'extrémité 5'P. Donc là, tu vois, on voyait, donc on a mis en parenthèse parfois non codant. C'est ça, nous là comme explication. Donc, il y a UTR, Untranslated Region. Donc, UTR 3'H, UTR 3'P, ce sont ces deux séquences exoniques qui ne sont pas codantes. Mais après ça, toutes les autres séquences exoniques sont des séquences codantes, c'est-à-dire séquences ça yo gagné des triplets. Quand on dit codant, cela veut dire que yo gagné des triplets qui spécifient un acide aminé. Donc, je reprends, c'est important, pas oublier qu'il y a le code génétique qui fait le lien entre les acides aminés et les séquences codantes de l'ARN messager. Quand on dit séquences codantes, ce sont des séquences dont les triplets spécifient un acide aminé. Donc maintenant, les introns. Donc les introns sont des séquences non codantes. OK? Et ces séquences non codantes sont éliminées lors de l'épissage. Donc maintenant, il faut savoir que l'ARN messager qui est issu de la transcription contient à la fois des séquences codantes et des séquences non codantes. Maintenant, et cet ARN, c'est ce qu'on appelle l'ARN primaire, qui n'est pas propre à l'utilisation. Donc, il faut que cet ARN primaire subisse des modifications qu'on appelle modifications post-transcriptionnelles. Et parmi les modifications transcriptionnelles, il y a l'épissage ou encore l'enlèvement des introns, et ensuite ligature des exons pour faciliter la continuité de l'information génétique. Donc, cet ARN qui est constitué uniquement d'exons avec les deux extrémités codantes non traduites, c'est-à-dire UTR 5'P, UTR 3'H constitue l'ARN mature qui va être transféré au niveau du cytoplasme pour synthèse d'une ou plusieurs protéines. Donc, on a vu également que le code génétique possède un système de ponctuation, mais il y a un codon d'initiation. Donc, ce codon débute la traduction. OK, c'est AUG pour la méthionine. Et puis, nous avons les trois codons stop UAA, UAG et UGA qui indiquent la fin de la traduction. Il y a une région terminale. Donc, nous avons vu les trois régions. Nous avons déjà parlé de trois régions d'un gène. On parle de région régulatrice, région transcrite et il y a la région terminale en aval de la séquence codante. Donc, cette région contient un signal de polyadénylation. OK, cette région contient un signal de polyadénylation. Donc, AAUAA en ARN messager. Donc, cela veut dire que dans le gène ou encore dans l'ADN
qu'est-ce qu'on a? Dans le gène, qu'est-ce qu'on a? On a et T, 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 A, T, T, ok, T, T, A, T, 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 parce que, et n'oubliez pas que la réplication, la transcription se fait de façon antiparallèle et de façon complémentaire. Donc, on sait que A s'associe toujours avec et T, et G s'associe toujours avec C. Sauf que dans la Rn, thymine est remplacée par uracile. Donc, si on nous donne ici cette séquence d'ARN, A, cela veut dire que la séquence d'ADN qui donne naissance à cette séquence d'ARN, c'est T, T, A. Donc, A, on devrait avoir T, mais comme T est remplacé par U dans l'ARN, donc ici on a U et contient un signal de polyadénylation. Donc, c'est-à-dire que dès que vous avez, dès que on arrive à cette séquence, donc c'est une séquence qui indique la fin et séquence dans laquelle il va y avoir polymérisation de 200 nucléotides à base d'adénine à peu près, et c'est la raison pour laquelle on parle de queue poly A. Donc, permet l'addition de la queue poly A sur l'ARN messager qui protège l'ARN messager contre la dégradation, parce que l'ARN messager notamment doit quitter le noyau pour aller dans le cytoplasme. Donc, au cours de ce transport, donc, vous gagnez un armada d'enzymes d'hydrolase prêtes à attaquer toute molécule. Donc, il a fallu par conséquent sécuriser l'ARN messager en introduisant que ce soit à l'extrémité 5'P ou à l'extrémité 3'P, donc des structures assurant non seulement la reconnaissance du point de départ et la reconnaissance du point final de la traduction, mais aussi et protège cette molécule, l'ARN messager, contre la dégradation et facilite son export hors du noyau. Voilà, donc on s'arrête à la structure d'un gène et dans un prochain cours, donc nous poursuivons avec les chromosomes.